Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et très bon début de semaine. Merci de nous retrouver sur votre chaîne. C'est une nouvelle semaine, c'est un nouveau challenge qui s'annonce pour nous. Un challenge qui nous permettra de voir l'actualité nationale et internationale où nous irons au Cameroun, dans la région de l'extrême nord, avec un pied en République centrafricaine. Pour les otages, 14 otages ont été libérés. Le président de la République a fait une sortie cette semaine qui s'est achevée en indiquant que ces otages sont bel et bien libres, parmi lesquels quand même ceux qui étaient souffrants vont être pris en charge par les hôpitaux publics de la place. Le chef de l'État, dans cette annonce, indique clairement que ces exactions, alors ces enlèvements commis par Boko Haram ne resteront impunis et que l'armée camerounaise veillera avec la dernière énergie. On restera au Cameroun pour parler de Electricity Development Corporation. Depuis quelque temps, les 15 employés sont devant les juridictions compétentes camerounaises. On parle d'un détournement de 535 millions de francs CFA et à l'international. L'Union africaine nous intéresse à la faveur donc du sommet de Kigali au Rwanda. Un sommet qui a couché quand même des résultats assez probants pour l'Afrique. Et d'abord la mise en place d'un passeport unique pour le continent africain. On pourra se retrouver dans n'importe quel pays africain avec une durée de 30 jours. Et également, ce sommet met donc un accent particulier sur le refus du financement à l'international, ce qu'on appelle un peu les séparatistes, et ce qui marque aussi le retour entre-temps du Maroc qui a quitté l'Union africaine. À l'époque, l'organisation de l'unité africaine, c'était en 1984, 32 ans après. Qu'est-ce qui va changer? Que va apporter le Royaume du Maroc à travers Mohamed VI? On ira également du côté de la Turquie pour voir un peu la purge engagée depuis quelque temps par le président Recep Tayyip Erdogan, qui a donc décidé de rendre justice ou alors d'attraper et les responsables administratifs sur le plan judiciaire et même les hauts gradés de l'armée qui étaient derrière ce coup d'État manqué en fin de semaine. Voilà l'essentiel de votre émission de ce matin. Les rubriques habituelles seront respectées tous. Ils sont au rendez-vous dans un instant. Je vous retrouve pour la suite de ce programme. Infiniment merci de nous retrouver à l'instant sur votre chaîne. Patrick Isandro, bonjour. Bonjour Serge Bondier, bonjour à Fallon et bonjour à nos téléspectateurs que nous sommes heureux de retrouver pour ce début de semaine. Dans une semaine qui commence très bien. Une semaine qui commence bien, vous savez, quand on a la santé, on doit pouvoir rendre grâce. Maintenant, les ingrédients d'accompagnement, c'est autre chose. En tout cas, la question va à qui de droit. On profite également pour souhaiter la bienvenue dans ce studio à Fallon Tounia. Bonjour. Bonjour Serge, bonjour à Christian et bonjour à toutes ces personnes qui nous regardent ce matin. Avec vous, on va entrer tout de suite dans le vif de l'actualité en parlant de ces 14 otages qui ont été libérés. Le chef de l'État a fait l'annonce la semaine qui s'est achevée. Bien évidemment, les 14 otages de l'ACDO ont été libérés. Disons que cette annonce avait déjà été faite il y a de cela plus de 2 semaines et les familles s'impatientaient, les gens s'impatientaient à voir ces 14 otages dont on avait annoncé la libération. Effectivement, hier, ils ont été libérés, mais sur les 14 otages, seulement 11 ont pu rejoindre le Cameroun parce que 2 d'entre eux ont été décédés. Il s'agit bien évidemment de Jacqueline Néné et un motoboy qui était celui-là qui contrôlait le bus que la délégation avait emprunté le soir de son enlèvement. Et également, il y avait aussi parmi les otages Aladji Saïbou, celui qui actuellement se trouve en mauvais état de santé. Disons que les 14 otages se trouveront aujourd'hui à Yaoundé et il est question d'abord qu'on leur fasse une visite médicale pour déterminer l'état de leur santé afin de savoir si elles sont aptes à rejoindre ou non leur famille et si c'est le cas contraire, bien évidemment, il y aura une prise en charge afin de pouvoir prendre soin d'eux, afin de pouvoir les mettre en bonne santé avant que ces 11 otages, puissent rejoindre leur famille. Disons que celui qui est en mauvais état est maintenant actuellement en prise en charge à l'hôpital et qu'on attend d'amples informations. Et parmi les otages, on peut noter le maire Mama Abakay, qui est désormais libre, otage en République centrafricaine. Patrick Isandro, 14 otages déjà libérés, c'est une avancée, c'est une force pour le Cameroun qui s'est déployé et aujourd'hui rassure quand même l'opinion au lendemain du mois de mars 2015, date qui marquait l'enlèvement de ces personnes par Boko Haram. Oui, mars 2015 et aujourd'hui rendu au mois de juillet 2016, un peu plus d'1 an de captivité
on était passé par toutes les interprétations, toutes les tendances. On y a vu une main basse, n'est-ce pas, de la part de quelques compatriotes qui seraient tapis dans l'ombre. On y a vu avec beaucoup d'implications, éventuellement des groupuscules qui sillonnent du côté de la RCA. En tout cas, on est passé par toutes les tentatives d'explication, de compréhension. Et même aujourd'hui, après leur libération, le flou persiste encore quant à ceux qui ont été véritablement à l'origine, n'est-ce pas, de cette prise d'otage. Des versions divergent. On avait déjà des soupçons de leur libération depuis un peu plus tôt une semaine. Bon, il a fallu attendre ce comité officiel, n'est-ce pas, de la présidence de la République pour se rendre compte effectivement que cela a été de mise, avec malheureusement à la clé deux de ces otages-là qui seraient décédés pendant la captivité. Il y en a qui sont en état de santé pas tout à fait confortable, prise en charge aujourd'hui, vous l'avez dit. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il est clair que le Cameroun fait face à beaucoup de fronts. On a le front dans la partie septentrionale avec la recrudescence parfois de ces prises d'otages-là. Le front oriental notamment avec ce qui se passe du côté de la RCA, entre Seleka, n'est-ce pas, Anti-Balaka. Il y a des répercussions, ce qu'on appelle les dégâts collatéraux qui traversent les frontières camerounaises. On a eu des situations compliquées de ce genre et maintenant cette insécurité-là tend à se retrouver de notre côté avec la circulation des armes. Vous savez, du côté de l'Est d'ailleurs, on le décrit. Donc aujourd'hui, qu'ils soient libres, c'est une, on peut dire une fierté pour les membres des familles et autres de ces otages-là. C'est bien que cela ait été fait, mais cela pose davantage le problème de la nécessité de sécuriser ce vaste espace que constitue l'Est du Cameroun et qui malheureusement a une grosse frontière avec la RCA qui, elle, est empêtrée dans une difficulté sécuritaire où le désarmement n'a pas pu avoir lieu et donc forcément il y a la loi qu'imposent, n'est-ce pas, les groupuscules et les banques qui se bataillent de ce côté-là, Balaka, Seleka. Donc on est dans une situation où on peut se réjouir de la libération de ceux-là tout en déplorant ceux qui seraient morts en captivité, mais aussi on doit pouvoir interpeller davantage la nécessité de sécuriser, n'est-ce pas, la zone, parce que malheureusement c'est le cas. Une sécurisation qui fait d'ailleurs l'objet d'une attention particulière des autorités camerounaises. Falon Tounia, maintenant que les 14 otages, disons, il y a quand même un mort parmi, avec 2 personnes qui ne se sentent pas très bien, avec 11 qui sont quand même en état de marche, qui sont attendus du côté de Yaoundé. Quelles seront les dispositions pratiques? Est-ce qu'il y en a déjà eu? Est-ce qu'on est informé du lieu vers lequel ces personnes vont converger? On n'est pas encore informé du lieu vers lequel ces personnes vont converger. Tout ce qu'on sait, c'est que dès qu'ils sont à Yaoundé, ils seront pris en charge médicalement et afin de déterminer si elles sont aptes, ces personnes sont aptes à pouvoir rejoindre les familles respectives ou non. Et si elles ne sont pas aptes, elles seront immédiatement prises en charge. Et pour celles-là, ces personnes qui sont arrivées déjà malades, il y a une prise en charge immédiate. Et encore dans un communiqué de la présidence rendu public, le chef de l'État a mentionné sa détermination à venger toutes ces 2 personnes qui ont été tuées pendant la détention. Et il a bien évidemment rassurer les Camerounais que la sécurité du côté de l'Est sera accentuée afin qu'on ne fasse plus face à ce genre d'enlèvement dans le futur. Une sécurisation des frontières qui interpelle l'opinion publique également, qui s'est prononcée sur ces exactions commises par Boko Haram, quand même des otages, 14 qui ont passé beaucoup de temps du côté de la République centrafricaine, parmi lesquels le maire de Lagdo, quand même, qui est enlevé. C'est dire que c'était un enlèvement assez sérieux. Falon, merci d'avoir été là ce matin. Et bonne suite sur Canal 2 Info. Je vous en prie. Et dans un instant, on va accueillir également dans ce studio Divine Happy, avec elle on parlera du Cameroun à la faveur, ou alors, disons, à l'occasion de ce que l'on condamne désormais par les pouvoirs publics, qui reste à l'actif du tribunal criminel spécial. On parle de 15 employés qui sont passés devant la barre au tribunal criminel spécial pour un détournement de la somme de 535 millions de francs CFA EDC, pourtant mis en place par les pouvoirs publics du Cameroun en vue de favoriser le secteur d'électrification pour notre pays, un secteur qui, bel et bien, n'est pas à l'avantage depuis quelque temps des populations camerounaises qui se plaignent des coupures parfois intempestives et même quelques sous-traitants qui sont sortis et se sont mis au devant de la scène pour dire que les conditions de travail ne sont pas pour autant les plus respectées avec la société en charge donc de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Un conseil d'administration s'est d'ailleurs tenu la semaine dernière où des résolutions très importantes vont
forcément être mises en branle pour le bien-être des populations camerounaises et en passant par la même occasion en encourageant le travail qui est fait par NEE au Cameroun. Ce n'est pas facile, mais on essaie de s'y atteler pour rendre bien sûr ce qui a été fait, ce qui a été proposé dans le cahier de charge édicté par les pouvoirs publics du Cameroun à l'endroit de NEE. On parle de EDC à l'instant avec vous, Divine Api, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à Christian, bonjour aussi à tous nos téléspectateurs de Canal 2 Info. Eh bien, à la suite d'un contrôle ou alors d'une mission de contrôle du supérieur de l'État dans la structure EDC en 2009, eh bien, il a été constaté que 535 millions de francs CFA ont été détournés par 15 ex-employés de la dite structure. Eh bien, comment cela s'est passé? Il s'avère que ces 15 employés ont fait des sorties massives et irrégulières de fonds destinés prétendument à l'équipement du domicile de l'ancien directeur général de l'EDC, Célestin Tonga, à la rémunération du personnel et aussi au paiement du loyer sans des pièces justificatives. Alors, la mission de contrôle est donc descendue sur le terrain, a ainsi constaté les faits et une enquête ou alors les a ainsi traînés en justice et l'audience a été ouverte le 14 juillet dernier. Le 14 juillet dernier, pour la suite donc de ces audiences, Patrick Christian d'abord, quand même EDC a un objectif à atteindre, les missions assignées par les pouvoirs publics, mais dans cette entreprise du temps de Niadal, qui était son directeur général, on parle de 535 millions de francs CFA qui ont été distraits dans des comptes fictifs, dans des sorties d'argent injustifiées, et aujourd'hui, ces responsables, alors ces anciens responsables sont devant le TCS. Est-ce que c'est encore un dossier qui vient fragiliser la bonne marche de Cameroun vers l'émergence en 2035? Écoutez, c'est un dossier parmi tant d'autres. Une situation comme celle-là aujourd'hui qui serait décriée à EDC ne devrait pas surprendre dans un environnement où on sait que les mécanismes de gestion, n'est-ce pas, des fonds souvent alloués, soit au projet, soit aux structures, sont pour la plupart souvent des plus vicieux. Parfois, on met à la disposition d'un certain nombre de gestionnaires une manne qui malheureusement finit par être, je ne sais pas s'il faut parler d'appât, mais comme une forte propension à la prédation. C'est-à-dire qu'on a l'impression véritablement que le système de management et les méthodes requises, n'est-ce pas, laissent libre cours éventuellement à des situations comme celle-là. On a des mécanismes dans la gestion, n'est-ce pas, de nos deniers publics et de nos structures publiques qui font en sorte que les ordonnateurs de dépenses ont un certain nombre de facilités et les comptes sont souvent rendus sur une distance et un délai très long. On n'a pas la capacité de vérifier dans un délai très court, n'est-ce pas, les réalisations et les décaissements qui, même s'ils sont encadrés par un certain nombre de normes, ont toujours un certain nombre, j'ai envie de dire, de facilités qui permettent, n'est-ce pas, aux gestionnaires d'être au contact, n'est-ce pas, de ces fonds-là. Donc le cas de EDC n'est pas une particularité dans la gestion et malheureusement ça renforce l'idée selon laquelle on a un véritable problème de gouvernance, un véritable problème avec la gestion de deniers publics. Et oui, on peut penser que de tels actes, de tels détournements peuvent véritablement freiner l'émergence et le développement de notre pays. D'autant plus qu'on a besoin d'un secteur électrique. Tout à fait. Et la sensibilité du secteur est telle que cette électricité-là est la cheville ouvrière de toute industrialisation vers laquelle on veut aller. Et vous vous imaginez que quand on met des structures comme EDC en place, c'est pour commencer à pallier à ce type de problème. C'est pour commencer à apporter des solutions à ce besoin d'énergie vital pour nos industries ou les industries qu'on entend mettre en place pour aller vers l'émergence. Si déjà dans la structuration, n'est-ce pas, de EDC, vous vous imaginez qu'on a de tels fonds, de tels détournements, il va sans dire que tous les projets qui sont inhérents, n'est-ce pas, à l'existence même de EDC seront plombés. Et en plombant ces projets, on plombe justement notre industrie et on plombe, n'est-ce pas, les espérances d'émergence. Et justement, ça rejoint votre argumentaire. On se rend bien entendu compte que tous les projets finalement au Cameroun sont convaincus de détournement des biens publics. Il n'y a pas un seul projet, lorsqu'on fait l'ensemble des calculs, quand même, qui est moins d'argent de détourner. C'est bien dommage. Justement, on retourne au TCS avec Divine Api. Quelle sera donc la suite de cette affaire? Est-ce que le TCS a retenu peut-être des condamnations alors? Des personnes sont en voie d'être condamnées?
Eh bien, avant de revenir à cela, il faudrait souligner que Célestin Donga est accusé à lui seul d'avoir détourné individuellement une somme de 343 millions de francs CFA et en coaction une somme de 58 millions de francs CFA. Des chiffres ainsi exorbitants. Alors, les accusés ont comparu libres le 14 juillet dernier, mais sont tout de même accusés, nous l'avons dit, de détournement de deniers publics et de détournement en coaction. L'affaire où alors l'audience a été reportée le 14 août prochain pour que les autres accusés puissent être suivis par leur avocat et ainsi donc être notifiés. Merci à vous, Divine, pour ce lundi matin. C'était un sujet assez intéressant. On se retrouve, on vous retrouve tout à l'heure pour la suite des programmes sur Canal 2 Info. Merci. Nous poursuivons, même si pour l'instant on annonce dans les marchés le poulet local de plus en plus rare, mais celui qu'on retrouve sur le marché camerounais est un poulet qui vient de l'étranger, d'où le courroux des commerçants ou alors ceux du secteur de la volaille qui entendent donc marcher demain mardi au Cameroun pour dire leur désarroi et voir comment est-ce que la filière est en train d'être fragilisée. D'ailleurs, c'est une interpellation à l'endroit des autorités camerounaises d'accentuer véritablement cette lutte contre cette grippe aviaire et de permettre au secteur aviaire de ne pas mourir ainsi au détriment du poulet importé. Beaucoup d'observateurs avaient vu cela venir. Nous partons justement de Cameroun pour nous déporter du côté de Kigali au Rwanda, là-bas où s'est donc tenu le 27e sommet de l'Union africaine, un sommet qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État africains, parmi lesquels notamment Omar El-Béchir du Soudan, qui ne sera pas attrapé sur le territoire rwandais, l'a indiqué Paul Kagame pendant ces différentes assises. Mais ce qu'on retient de manière fondamentale, c'est qu'il y a la mise en place, notamment d'un passeport unique. Les chefs d'État ont proposé et ont d'ailleurs fait voir l'échantillon de ces différents passeports africains et diplomatiques et même ces passeports qui permettront de circuler pendant une période de 1 mois sur l'ensemble de tous les pays africains membres de l'Union africaine. Également derrière cela, on parle du refus total de financement qui vient de l'étranger pour appuyer donc l'Union africaine. C'est des décisions très importantes, Patrick Christian. Donc on peut dire que c'est un décollage assez important qui a été pris du côté de Kigali. On l'espère véritablement parce que, avant de revenir sur ce sommet-là, on se souvient bien qu'en 2014, une autre décision du type avait été prise par les chefs d'État africains, notamment concernant les taxes sur les billets d'avion, les SMS téléphoniques et autres, qui avaient toujours la même intention, celle de financer, n'est-ce pas, le fonctionnement, ou alors de permettre à l'Union africaine de s'autofinancer dans son fonctionnement. Jusqu'ici, cette décision-là n'a pas été implémentée. Donc, celle qui arrive aujourd'hui, qui concerne une taxe de 0,2% sur les importations, vise ce même objectif. L'Union africaine aujourd'hui, c'est un budget de fonctionnement qui est évalué à peu près 770 millions d'euros. Et ces taxes-là, d'après les calculs qui sont émis par les techniciens, permettraient d'avoir quelque 1,1 milliard d'euros, donc de quoi largement permettre au fonctionnement de l'Union africaine d'être en phase avec lui-même. Parce que ce financement le fonds de financement de ce fonctionnement était dépendant, n'est-ce pas, des dons qui viennent d'ailleurs, États-Unis, Union européenne, ce qui ne donnait pas véritablement, ou ne donne pas jusqu'à l'heure actuelle, la capacité à l'Union africaine de s'autofinancer et d'avoir une certaine indépendance. Plus grave encore, le reste, le gros, n'est-ce pas, de financement devrait être porté par les États. Et en l'état actuel, ce qui apparaît et qui transparaît de manière évidente, c'est que ces États-là, quand ils contribuent même, ils le font en retard. Pour quelques-uns, et nombreux sont ceux-là, ils ne contribuent pas. Donc, ça fait de grosses entraves, n'est-ce pas, sur la capacité de l'Union africaine de financer son fonctionnement et de pouvoir se mettre en avis. Alors, dès qu'on a évoqué cet axe-là, celle qui vient d'être adoptée et celle de 2014, on peut se rendre compte que ce sommet aussi avait, vous l'avez évoqué, le cas Omar El-Béchir, qui, dans la foulée, laisse transparaître quand même ce débat de plus en plus qui gagne en intensité sur la volonté de l'Union africaine, des pays membres de l'Union africaine, de se retirer de la CPI qu'ils considèrent de plus en plus comme politisée. C'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui. Il a fait l'objet, n'est-ce pas, d'assises et de discussions lors du précédent sommet. Aujourd'hui, il est encore à la une. Et une des choses quand même qui semble s'être matérialisée, on le voyait à l'image à l'instant, c'est le passeport africain. Et les présidents
Idriss Déby, président en exercice de l'Union africaine, n'est-ce pas, et Paul Kagame, le président hôte de ce sommet qui se tient actuellement à Kigali, ont reçu, n'est-ce pas, le passeport africain. Et dans ce contexte-là, c'est un passeport qui permettrait, n'est-ce pas, à tous ces détenteurs de se déplacer de manière assez libre dans l'espace du continent. Mais on peut se poser la question de savoir ce qu'il en sera de ces blocages qu'on a observés dans quelques sous-régions. L'Afrique centrale est un exemple, est un modèle, n'est-ce pas, de ce questionnement-là. Est-ce qu'il en sera pareil avec ce passeport dans des pays comme la Guinée équatoriale, dans des pays comme le Gabon, qui ont souvent fait l'objet, n'est-ce pas, de beaucoup de réticences quant à la mise en place du passeport sous-régional, le passeport CEMAC déjà. Si au niveau sous-régional, on a du mal à accepter ça, est-ce qu'on a la certitude aujourd'hui que la mise en circulation de ce passeport africain va être d'actualité dans tous les blocs, n'est-ce pas, sous-régionaux de l'Afrique? C'est une question. On peut évidemment parler de ce sommet aussi en sortant. On ne pourrait véritablement sortir de ce sommet en termes d'évocation sans évoquer la succession de la présidente de la commission, Nkosana Dlamini-Zuma, qui aujourd'hui n'est pas encore résolue. On le sait, elle n'a pas souhaité avoir un deuxième mandat. Certains lui prêtent une intention présidentielle du côté de l'Afrique du Sud. En tout cas, on y reviendra. Hein. Oui. Le temps juste de dire que pour l'instant, on parle même de la mise en place d'une transition véritable qu'elle pourra continuer à assumer, le temps de trouver un successeur. Ce qui n'est pas encore accepté par tous les chefs d'État. On a vu la sortie du ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui estime que cette élection doit avoir lieu. Donc on attend la clôture du sommet aujourd'hui pour avoir un peu plus de certitude, n'est-ce pas, sur cette question de la succession de Nkosana Dlamini-Zuma. À votre suite, nous accueillons Junior Ossin pour la revue de presse cybernétique. Bonjour, bienvenue. Bonjour Serge Bondier, bonjour Christian Dombon, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette revue cybernétique sur Canal 2 Info. C'est d'ailleurs un plaisir de vous recevoir, de vous informer tous les matins sur nos antennes. Très rapidement avec Euronews.com, info sur les armes, Euronews.com titre, 7 choses à savoir sur les armes aux États-Unis. Selon le site, les Américains restent le peuple le plus armé au monde. Poursuivons donc avec RFI.fr, Union africaine. Le roi du Maroc annonce son intention de réintégrer l'Union africaine, précise le site RFI.fr. C'est une annonce faite hier, donc dimanche. Le site souligne que le Maroc avait quitté l'organisation en 1984. Poursuivons avec Le Monde.fr. Le site nous conduit en Turquie où les Européens redoutent une dérive autoritaire du pouvoir après le punch raté. Pour le site, le petit déjeuner du travail entre les ministres européens des Affaires étrangères prévu à Bruxelles ce lundi s'est transformé en réunion de crise. IZF.net, oui, élection présidentielle. IZF.net présente un archipel miné par la pauvreté où les Sao Tomé ont élu leur président. Près de 111 000 électeurs ont voté hier, dimanche, souligne donc le site ce matin. Bouclons donc cette revue cybernétique avec le point.fr qui fait le point sur les JO au Brésil. Les services antiterroristes sur les dents, souligne donc le site ce matin. Plus de 200 militaires spécialisés dans la guerre sont arrivés à Rio en fin de semaine dernière. Voilà. Justement, arrivé en fin de semaine dernière, nous allons rester avec vous pour parler un peu de ce problème des ports d'armes aux États-Unis d'Amérique, où en tout cas on évoquera un sujet relatif à celui-là dans ce programme. On parle encore de 3 policiers qui ont été tués hier en Louisiane. Exactement. Alors, Serge Bondy, il faut tout simplement rappeler à nos chers téléspectateurs que les États-Unis ont un taux d'homicide par arme à feu de 2,9% pour 1000 habitants, mais il y a plus pire que cela, parce que l'Honduras a justement la palme d'or. L'Honduras enregistre 68,43%. Alors, concernant véritablement les armes aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait rappeler tout simplement que la politique de Barack Obama de renforcer le contrôle des armes a échoué lors du Congrès. C'était une véritable catastrophe. Évidemment, d'un autre côté, la NRA précise bien évidemment que 2,67 milliards, dépense 2,67 milliards
pour, n'est-ce pas, les politiques relatives au contrôle des armes. C'est déjà très, très énorme. Alors, une troisième information porte justement sur le PIN Richard Center, qui a donc publié un rapport il y a 2 ans, faisait état du fait que la population américaine est pour un véritable contrôle des armes aux États-Unis. Mais bon, la législation n'est pas d'accord. On l'a vu d'ailleurs dans cet échec de Barack Obama lors du Congrès. Une information aussi importante qu'il faudrait retenir, bien évidemment, c'est qu'au moins 90% des armes sont portées par les particuliers américains. Et d'un autre côté aussi, il faudrait dire que les assaillants de Paris auraient légalement acheté les armes du côté des États-Unis. Et bien évidemment, autre information qui fera peut-être mal à nos téléspectateurs, c'est de rappeler qu'il y a encore aujourd'hui dans cet établissement aux États-Unis des ports d'armes. Bien sûr, les enfants se tirent entre eux. Donc, on voit qu'il y a un véritable problème. Donc, plus d'informations à retrouver bien évidemment dans le site euronews.com ce matin, si vous êtes intéressé en tout cas. C'est bien dommage pour le port d'armes. Pourtant, le président américain Barack Obama s'est battu au Congrès et même au niveau du Sénat de manière globale pour qu'il puisse avoir des restrictions de port d'armes. C'est bien difficile, mais avec vous, on continue pour sortir justement de la revue des unes sur le plan local, les journaux parus ce matin. Alors, on va donc entamer très rapidement avec l'œil du Sahel qui titre « Lutte contre Boko Haram, Amnesty International, l'armée et les droits de l'homme ». Ali donc ce matin avec l'anecdote qui, n'est-ce pas, titre « Contrôle supérieur de l'État, ils en veulent à Rosemba Acha ». C'est à retrouver dans le journal ce matin. Le Messager, oui, le Messager qui titre « Cameroun, le chemin de croix des adolescents ». Autre information à retrouver dans le Messager, développement, ces sociétés que Paul Biya a tuées. C'est à lire aussi dans le Messager. On poursuit avec la météo, manipulation, la rumeur tue Belinga et Boutou, c'est donc à retrouver dans le journal. Et bien sûr, un autre journal aussi intéressant, c'est Le Jour qui titre Libération de Marafa. Issa Tiroma répond à l'ONU. Toujours affaire Marafa, c'est la nouvelle expression qui s'intéresse en tout cas et titre Les oublis de Tiroma. Alors, un autre journal plutôt intéressant, Les Faits, ce matin, reviendons sur cet fait, Cannes féminine 2016, les grands chantiers de 2016 avancent sûrement, précise donc le journal. Terminons avec Kalara ce matin, c'est 350 millions qu'on exige à Célestin Ndonga. C'est à retrouver dans le journal. Merci. Et à tout à l'heure pour la posture de l'invité sur Canal 2 Exactement. Info. On sera avec un homme d'église qui nous parlera bien sûr de la journée nationale des jeunes. Donc une information que vous pouvez d'ailleurs suivre attentivement. C'est quand même intéressant, il faut voir ce qui s'est passé. Junior Roussin vous donne rendez-vous lorsqu'il sera 13h45 sur cette chaîne. L'invité c'est le père Fotsing, Jean Fotsing. Ah, Christian est dans son élément aussi. Hein. On ne pourrait pas dire le père Christian aussi. En tout cas, ça viendra, c'est par la grâce de Dieu. Mais nous restons avec vous, mesdames, messieurs, mais en faisant un petit break, hein, retour du côté de l'Union africaine, mais pour voir un peu un pays qui a quitté cette organisation en 1984. Junior évoquait tout à l'heure en parlant du Maroc. Le roi du Maroc a fait une sortie en indiquant que son pays retourne donc auprès de l'Union africaine. Les raisons pour lesquelles le Maroc avait quitté cette organisation, l'organisation de l'unité africaine en 1984, on disait là-bas, c'était donc suite à l'admission au sein de cette organisation de la République arabe sahraoui et démocratique RSD, ou alors le Maroc à l'époque, le peuple marocain a dit ne pas accepter ce pseudo-État et il s'est donc insurgé contre cette manière. 32 ans après, que peut apporter le Maroc à l'Union africaine? Mais écoutez, je ne sais pas si on peut voir d'emblée de manière comptable ce que le Maroc peut apporter. Parce que le roi motive son retour par le refus de financement de ce qu'il appelait la manipulation venant des séparatismes, entre autres. Oui, je disais tantôt qu'il n'est peut-être pas évident de s'imaginer de manière comptable ce que le Maroc peut apporter. Mais ce qui est certain, c'est que sur le plan symbolique, c'est un retour dont l'Union africaine ne pourrait finalement pas se passer. Ou alors ne vomirez pas sur ce retour-là. Le Maroc, c'est quand même sur le plan continental un pays aux multiples facettes avec une situation économique des plus respectables, une zone frontalière quand même qui le met à cheval entre le continent africain et le continent européen.
avec ce passage qui mène justement vers l'Espagne. Il y a eu cette question du Front Polisario qui, en 1984, vous l'avez signifié, a valu le retrait du Maroc à l'époque. Les contextes étant différents aujourd'hui, n'est-ce pas? Le Maroc envisage, par le biais du roi Mohamed VI, qui a succédé à son père Hassan II, de revenir à la table, n'est-ce pas, du concert des nations africaines, ce qui est une bonne chose. Ça fait un atout de poids davantage pour, n'est-ce pas, l'Union africaine. Et dans la dynamique même, n'est-ce pas, de cette capacité à s'autofinancer, le Maroc peut être aussi un atout pour l'Union africaine. Et il me semble que c'était quand même assez difficile pour le Maroc, dans cet ancrage africain-là, de se retrouver aussi isolé. Donc, autant le Maroc peut en bénéficier dans ce retour au concert des nations africaines, autant l'Union africaine peut aussi se féliciter de retrouver cette union globale qui a quand même fait défaut avec la défection du Maroc. Donc, en attendant de voir comment cela va se matérialiser, il me semble que c'est un retour qu'on devrait accueillir avec beaucoup de fierté, n'est-ce pas, de félicitations. Mais attendons de voir donc comment est-ce que la matérialisation de ce retour va s'opérer. Mais on peut aussi dire, au-delà d'un simple retour et d'une volonté manifestée par le Maroc, qu'il y a un certain nombre d'exigences qu'il va falloir prendre en compte, notamment dans les contours de cette question avec le Front Polisario, qui d'un coup a quand même des solutions proposées par l'Union européenne. Le Maroc a les siennes, l'Union africaine avait pris aussi quelques positions. Donc c'est des questions qui vont certainement devoir trouver des consensus, mais le retour du Maroc dans l'Union africaine est une bonne chose. Une bonne chose, d'autant plus que le Maroc contribue quand même au rayonnement du continent africain à travers son économie de plus en plus perfectible sur quelques domaines que ce soit. D'ailleurs, pour ne prendre que du cas de la maroquinerie qui se porte bien et qui viendrait donc de ce pays. On accueille justement et à l'instant Monsieur Sport, Marc Chouamo dans ce studio. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à vous Serge, bonjour Christian. Nous commençons justement par cette visite inopinée alors du chef de gouvernement, Yan Filemon, qui a visité quand même le stade de la réunification, le stade Omnisport de Yaoundé, avant la Confédération africaine de football. Justement, il n'y a pas que le stade Omnisport de Yaoundé qui a été donc passé au scanner par le chef du gouvernement camerounais, le Premier ministre Filemon Yan, qu'on va voir donc en image du côté du stade militaire de Yaoundé. Vous le savez, ce stade a longtemps été abandonné avec les Gaules qui souffraient et sans filet même. Désormais, ce sera avec une nouvelle image. Regardez donc la tribune officielle de l'autre côté. C'est presque terminé à 86% pour ce stade qui va servir d'entraînement pour les équipes lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminine et également lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations masculine. Filemon Yan est le seul, presque le seul en chemise. Vous avez donc remarqué, le reste, ce sont des costards pour accompagner les premiers ministres. C'était la grosse surprise dans le vestimentaire. Comme vous dites justement que c'est peut-être lui seul qui est venu inspecter ces travaux-là. Pour le reste, il était accompagné du ministre des Sports, notre ami Ismaël Bidon Nkpat. Mais on rappelle qu'il y a une visite d'inspection de la CAF dans les prochaines semaines. Donc, il essaye de passer au pas comme ça, très très vite, quelques infrastructures pour voir le niveau d'avancement avant que la mission de la CAF n'arrive et nous donne son verdict final sur la prochaine organisation de la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2016 ici au Cameroun. Le coup d'envoi, ce sera le 19 novembre. En voyant d'ailleurs cette image, beaucoup de journalistes dans les réseaux sociaux disent qu'il faut trouver l'erreur entre le chef de gouvernement qui est en tenue pratique, disons-le ainsi, et d'autres qui sont en veste, en costume, comme pour dire que qui finalement est à la manœuvre et qui finalement est donc habillé dans des conditions qui pourraient être celles requises, pourquoi pas, dans de telles circonstances. Peut-être le chef de l'État pourra aussi descendre désormais avec une telle tenue. Il faudra donc s'y habituer. Mais nous restons également au Cameroun pour voir un peu le classement. Le Cameroun gagne des places au niveau du classement FIFA. Le classement FIFA a été donc publié en fin de semaine dernière. Le Cameroun a gagné 5 places au lendemain de sa qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2017 au Gabon. Le match gagné face à la Mauritanie a donné des points. On regarde en image justement voilà, l'équipe du Cameroun. Ça c'était la veille du match contre la France du côté de Nantes. Et justement la prestation également contre la France a été pour beaucoup puisqu'on a sérieusement bousculé ces Français même si on avait perdu à la clé sur le score de 3-2. Donc 5 places de gagnées pour le Cameroun. Et c'est très important parce que le Cameroun revient non seulement quitter la 10e place africaine pour la 7e place. C'était un gros bond. On avait perdu quand même. On était même sorti du top 10 africain.
Et puis sur le plan mondial, on passe de la 58e à la 53e place mondiale. L'Algérie, première nation africaine, est classée 32e. Et puis sur le plan mondial, la deuxième nation africaine, c'est la Côte d'Ivoire. Le Ghana est troisième nation africaine dans le classement FIFA. Le Sénégal, 4e, l'Égypte est 5e. Et puis la première nation mondiale reste et demeure l'Argentine, finaliste de la Copa América. Bien qu'ayant perdu, reste en tête avec son nombre de points avancés. La Belgique reste deuxième. La Colombie est troisième. L'Allemagne passe est quatrième. Le Chili, vainqueur de la Copa América, est cinquième. Le Portugal passe sixième, qui est grand bon, qui quitte donc de la 14e à la 6e place. La France également réintègre le top 10 mondial et passe à la 7e position. Quel bond vertigineux. L'Espagne 8e, le Brésil 9e et l'Italie 10e nation mondiale. Et puis on reste en Ligue 1 football au Cameroun pour parler de ces 7 matchs sur 9 qui se sont joués hier pour le compte de la 27e journée. On prend donc les images rapidement de ces différentes rencontres qui sont disputées dimanche avec 7 matchs pour la 27e journée, puisqu'il y a 2 qui ont été donc repoussés au mercredi prochain. On prend d'abord la direction justement de Mbadmayo où s'est disputé le top match, coup d'envoi donné par le sous-préfet de la localité là-bas. En l'équipe à Anvers, c'est la formation d'Edin Sport. Et puis en bleu, c'est APGS Dunfou. Score final, 0 but partout entre les deux formations. On rappelle que APGS et Edin sont mal classés et jouent le maintien. On prend la direction de Bafoussam. Regardez en image l'équipe de l'Aigle Royal de la Ménois qui allait dompter le Racing sur ses propres installations du côté de Bamenzi. Racing de Bafoussam qui pourtant avait aligné une série de 3 victoires, a chuté le week-end, a fait match le week-end dernier. Cette fois-ci, chute à domicile. C'est pas bon du tout pour le tout-puissant de l'Ouest. Et puis on rappelle que l'Aigle Royal réalise un gros coup parce que grâce à sa victoire, elle passe devant son adversaire du jour à désormais 39 points. Le Racing reste à 36 points. Autre match également, je crois que c'était du côté de Douala. On revient à Douala avec 2 rencontres qui sont disputées. Il y avait la première affiche entre Botafogo de Douala et Bamboutos de Bouddha. Les images vont donc arriver. On rappelle que le match est achevé sur un score nul et vierge. Mais ce qu'on va remarquer, c'est que le public était bel et bien présent du côté du stade de la réunification de Douala. Justement, voilà donc les images de ce match-là. Botafogo en rouge, short noir et Bamboutos en blanc militarisé. Son maillot de l'extérieur qui fait jaser. Mais le public était là pour espérer une victoire. Pourquoi? Parce que Bamboutos avait, à la surprise générale, battu Union de Douala la journée d'avant. 3-2 à Bouddha. Donc on s'est dit que Bamboutos est de nouveau au devant de la scène, mais que non. 0 but partout, un match de mauvaise qualité. Hein. Je crois que le public va plutôt s'enjailler dans le second match, dans le derby qui a opposé Astre de Douala à l'Union sportive de formation de Douala. Un derby très très chaud. Et puis on va donc justement remarquer que la formation de l'Union, c'est elle. Regardez, Union en vert et blanc, Astre en jaune, short rouge, bas jaune. C'est Union qui ouvre le score justement sur ce but de France Pangop. À la 27e minute, on se dit là, les choses sont lancées, mais c'était sans compter sur la ténacité des joueurs de Astre, pourtant en pleine grève, qui réussissent à égaliser grâce à NS Sombor, un but partout en début de seconde période. Et puis Union va repasser devant la 51e grâce à ce penalty de Samuel Lend. Et puis Astre va égaliser grâce à un ancien joueur de Union qui va s'imposer dans les airs sur un corner. Un gros coup de tête de Patrick Ngoula pour amener le score à 2 buts partout. On prend le tableau des résultats de cette 27e journée de championnat pour remarquer les autres résultats. En attendant, ailleurs, le tableau des résultats, si c'est possible, tout en rappelant que Unisport Dioncam est allé griller la politesse à Sport du côté de du côté de Bafan, s'est imposé 1-0. D'autres scores. Cosmos a tiré canon vers le bas en battant le Pacoum 2-0. Cosmos, première victoire après 13 matchs. Et puis on rappelle également que Botafogo, Bambuto 0-0, Lyon blessé a perdu devant UMS de Loum, 0 but contre 1. Deuxième partie de résultats, juste constater que 2 matchs donc ont été reportés. Et puis c'est la deuxième partie. Voilà, merci. Victoire de Unisport 1-0 sur Lyon Sport et puis Racing qui tombe à domicile face à Aigle. Le classement, rapidement, pour constater que UMS s'envole en tête du classement avec 53 points désormais, 9 points d'écart avec le deuxième provisoire Unisport Dioncam qui est à 44 points. Lyon Sport regresse au 3e rang mais avec 44 points. Coton Sport jouera New Star mercredi prochain en cas de victoire. Coton peut passer 2e et revenir à 7 points du leader. Union est 5e pour l'instant avec 41 points. New Star n'a pas encore joué, classé 6e. En deuxième partie de tableau,
pour voir le bas du classement. On rappelle qu'on remarque que Dragon reste toujours dans la zone rouge et a égalité désormais de points avec Botafogo 27 points et puis Cosmos a désormais 18 points. On va donc juste dire un mot pour Samuel Eto'o-Fils avec son match de charité qui a été annulé du côté de la Turquie. Juste un mot, une minute pour sortir. Ouais, un coup d'état manqué qui a donc eu raison du match de gala organisé par Samuel Eto'o-Fils. Il permet avec la réalisation de prendre l'interview en quelques secondes de Samuel Eto'o qui s'est expliqué sur l'annulation de son Eto'o Charity match du côté d'Antalya Sport. On espère bien que cette interview de Samuel Eto'o viendra. En quelques secondes, oui, il fera 30 secondes de Samuel Eto'o. Pour revenir à ma fondation, elle est née comme un jeu. J'aime partager, j'aime voir le sourire autour de moi, j'aime voir le bonheur dans les yeux des autres. C'est pourquoi je suis toujours souriant et ce partage. Aujourd'hui, nous fêtons le 10e anniversaire de cette merveilleuse fondation. Je profiterai pour dire merci à tous ceux qui m'ont toujours aidé pour que les choses se passent plus ou moins très bien, pour que je puisse apporter le sourire partout où besoin s'en impose. Voilà, donc Samuel Eto'o qui a tenu donc à se présenter devant la presse pour rappeler quand même que c'est 10 ans pour la fondation Samuel Eto'o-Fils, la Fundesport. C'est tout pour ce matin en termes d'informations sportives, Serge. Et surtout pour la matinale, il était très fourni cette page sportive. Je rappelle également l'intention des téléspectateurs que vous les retrouvez tout à l'heure lorsqu'il sera 10h. Ce sera la grande team des sports, la Dream Team des sports sur Canal 2 Info pour Chrono Sport. Ben, nous restons en Turquie pour parler de ce coup d'État manqué il y a quelques jours. Le président Recep Tayyip Erdogan est donc passé au devant de la scène pour justement faire ce que les observateurs très avertis appellent la purge et qui a bientôt commencé avec l'arrestation de plus de 3000 personnes, parmi lesquelles des juges, des magistrats et même des hauts gradés de l'armée. Par ta question, est-ce qu'on a peur là que finalement ce soit de manière inhumaine que ces personnes soient traitées? Oui, c'est le risque qui transparaît. Au-delà du coup d'État. C'est le risque qui transparaît dans quelques propos tenus du côté du monde occidental. On parle d'une purge à la stalinienne. Les propos sont peut-être un peu exagérés. Mais à votre suite, on va dire que c'est quelques 6000 personnes qui sont interpellées, autant au sein de l'armée, dans le haut commandement, que de la justice. Vous vous souvenez que ce coup d'État a manqué jeudi dernier du côté de la Turquie, arrive quand même à un moment donné où le pays était secoué par des vagues d'attentats, et ainsi de suite. Et malheureusement, le pays vit donc aujourd'hui cette répression où certains Occidentaux estiment que même s'ils condamnent le coup d'État, il serait question de respecter les droits de l'homme. C'est toujours difficile dans ce contexte-là d'avoir à la fois l'état de droit et la nécessité de nettoyer les pourfendeurs même de cet état de droit, parce qu'un coup d'État, justement, ne va pas à l'endroit d'un état de droit. Donc la Turquie aujourd'hui est dans cette dynamique-là, entre les partisans du président Recep Erdogan qui pense que véritablement il faut nettoyer, le président l'a d'ailleurs annoncé, il faut éradiquer le virus qui serait à l'origine de ce coup d'État dans toutes les sphères de la nation. C'est à grande échelle justement que ces arrestations-là ont lieu, mais à côté, un coup d'État qui, dans la foulée, a laissé 290 vies humaines sur le carreau. On parle de 100 putschistes qui seraient tombés. Ça fait quand même beaucoup de morts pour quelques 24 heures, 48 heures. Beaucoup de morts. Et la Turquie aujourd'hui paye les frais de ce coup d'État. Comment cela sera géré avec autant d'arrestations? Est-ce que le pays ne va profondément pas se diviser davantage? Une chose est certaine, c'est que la Turquie ne va pas aussitôt que ça se remette de ce coup d'État. Se remettre de ce coup d'État, le président Recep Tayyip Erdogan a donc accusé le prédicateur Fethullah, lui qui est du côté des États-Unis, en demandant son extradition aux autorités de Washington. En tout cas, ce qui est important, c'est que le président a repris la main du côté de la Turquie et que tout semble, sur le plan administratif, reprendre de plus belle au lendemain donc de ce putsch manqué. On va juste dire un mot au niveau des États-Unis d'Amérique. Une fusillade a encore eu lieu
lieu hier. 3 policiers sont morts à Bâton Rouge, c'est du côté de la Louisiane. Malheureusement, c'est une cause que l'on déplore vu le combat permanent qui est mené par le président Obama pour le retrait de ces armes. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette matinale de l'information sur votre chaîne Canal 2 Info. Nous vous donnons rendez-vous demain, mardi, pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Et à demain.